Côté face, des stars du glamour qui illuminent le festival de Cannes tapis rouge, soirée de prestige, un univers de luxe et de paillettes. Cannes, c'est tellement glamour, c'est mon festival préféré. Bon, je vais boire une petite gorgée d'eau avant. Même si on enregistre déjà. Mais... Ah bon, très bien, ils vont être contents d'entendre ça. Ça fait du bonus, tu vois. On peut faire un générique de ça. Faut le remixer. Cannes. Une petite vibe. Allez. Cannes J1. Le 72e Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de s'achever. C'est donc le début de 15 jours de cinéma. C'est miraculeux en fait que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non ? Qu'ils se déplacent. Parce que la tentation d'être soi-même une fiction. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes. Je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver cette année encore en direct du Festival de Cannes pour une édition qui nous fait déjà saliver. Et on va tout de suite commencer avec un premier numéro sur les attentes. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment vu de film. L'ouverture est dans quelques heures. Et on va faire un petit tour de table en listant différentes catégories. Et pour faire ça, j'ai avec moi Lucille Bélan. Bonjour Lucille, comment ça va depuis l'année dernière ? Bonjour, ça va super bien, puis on est très chaud cette année. Le soleil brille en plus. Ouais, pour le moment il fait très beau. On aura des points météo peut-être avec Daniel Andreev pendant la quinzaine. Comment Salut. Ça va Daniel ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis en train de réviser mes réalisateurs chinois. je suis à fond les ballons. Alors, on compte sur toi pour les prononcer de manière tout à fait exceptionnelle. On va travailler là-dessus. Et puis avec moi j'ai aussi Perrine Kenson qui sera mon acolyte sur tout le festival, qui va nous faire des petits reportages, des petites news, des petites billets d'humeur. Voilà. T'as rencontré Tarantino, il paraît. Ne spoilons pas. Et donc tu seras avec moi dans toutes les émissions pour parler de ce qui se passe au festival aussi à côté des films. Et t'as prévu de commencer avec les chiffres. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. C'est ça, c'est un classique du premier jour cannois, mais pourquoi y couper ? C'est d'ailleurs sûrement la seule fois que des chiffres sont amusants, ou du moins m'amusent moi. Pour une cinquantaine de films retenus en tout, il y avait cette année 1845 longs métrages qui ont eu le courage de se dire « Allez, c'est bon, 2019, c'est mon année » pour la sélection officielle. Et ils ont eu raison, car après tout, comme dirait le loto, 100% des gagnants de la Palme d'Or ont tenté leur chance. C'est cependant un peu moins que l'an passé, c'est 1845, mais ça fait quand même pas mal de temps en salle de visionnage pour les sélectionneurs. Ces sélectionneurs paritaires d'ailleurs, 4 hommes, 4 femmes, comme le jury officiel présidé par Alejandro González Iñárritu. La parité est une forte affaire pour Cannes, qui a signé la charte 50-50 l'année dernière et qui s'emploie à prouver par tous les moyens qu'il a bien compris le message, allant même jusqu'à justifier 48% de femmes parmi ses employés. Par ailleurs, sur la sélection officielle, qui comprend donc compétition, un certain regard, court-métrage et séance spéciale, 20 réalisatrices ont été retenues. C'est mieux que les 11 de l'an passé ou que les 6 de 2015. Par ailleurs, cette année, Ken Loach et les frères Dardenne vont tenter de compléter l'adage qui veut que jamais 203, ayant chacun déjà 2 palmes d'or. Quentin Tarantino, Abdelatif Kechiche, Terrence Malick et Pedro Almodovar viennent eux jouer le doublé. Recordman, le cinéaste britannique Ken Loach. Almodovar, il a jamais eu la palme. Ah non, erreur de ma part, c'est vrai, pardon, pas Almodovar, donc juste Tarantino, Kechiche et Malick. Il a eu la palme en chocolat. Voilà. Une belle palme en chocolat. C'est dommage d'ailleurs. Peut-être cette année. Et donc là, le recordman de tous les temps pour l'instant dans cette sélection, c'est Ken Loach, le britannique, qui est à la fois le plus vieux de la compétition, mais celui qui s'est aussi le plus de fois retrouvé en compétition, soit 14 fois en tout. Donc le titre de son film... Et lui, il l'a eu 2 fois. Lui, il l'a eu 2 fois, comme les frères Dardenne d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pensais que le titre de son film cette année, Sorry We Missed You, est un petit peu usurpé puisqu'il n'a pas vraiment eu le temps de nous manquer, sachant que la dernière fois qu'on l'a croisé sur la croisette, c'était en 2016. À l'opposé du spectre, on retrouve Justine Triet, Jessica Hausner, Lajli, Céline Sciamma, Mati Diop ou encore Corneliu Porumboiu, qui font, eux, leur premier pas dans la compétition. Bravo les loulous, vous verrez, c'est toujours les premières marches les plus difficiles. Xavier Dolan peut en témoigner puisque 2019 signe son grand retour avec Mathias et Maxime, qui pour peut-être enfin décrocher la tant désirée palme signée Chopard qui coûte, sachez-le, la bagatelle de 20 000 €. Cannes, c'est aussi beaucoup de projections, car là, on ne vous parle que de la sélection officielle, omettant
consciemment les parallèles quinzaine, semaine et acide. La plus courte de ces projections, outre les courts-métrages, est celle de Gaspard Noé, puisque son Lux Aeterna dure 50 minutes et chaque festivalier l'en remercie personnellement, quand Keshish, lui, s'offre un bon créneau de 4 heures le soir à 22h. Donc bon courage à ceux qui vont y aller, c'est-à-dire nous, nous tous là autour de la table. Allez, force et honneur, les gars et les go. Cannes, c'est enfin 20 millions d'euros de budget, une population qui triple pendant la quinzaine, des tapis rouges qui sont changés 3 fois par jour. Je compte même pas le nombre de coupes de champagne et aussi le nombre d'avis sur la météo, à commencer par notre cher Daniel autour de la table. En tout cas, je reviendrai faire un point météo avec Daniel et pour vous raconter un petit peu l'ambiance de ce festival. Je sais pas pourquoi je fais la météo et pas la linguistique, mais d'accord. Ah bah, tu peux être sur plusieurs dossiers. Tu doubles casquette. Tu doubles casquette. Bon, et du coup, on va tout de suite enchaîner avec ma petite sélection de catégories. Je vous ai envoyé une petite liste. L'idée, c'est de couvrir un petit peu toutes les sélections et puis de voir ce qui nous intéresse, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait envie. Et on va commencer avec une première catégorie. C'est justement le film que vous attendez le plus dans toutes les sélections. Lucille. Alors moi, quand j'ai dû répondre à la question, j'ai tout de suite sorti Sibylle de Justine Triet qui a signé juste avant Victoria. J'y crois énormément, sauf que Sibylle passe le dernier vendredi du festival et donc je ne le verrai pas. Ah bah voilà. Donc je l'attends énormément, mais je ne le verrai pas. Il sort en simultané en France, donc je le verrai à Paris. Par contre, ce que j'attends énormément en réalité, c'est Les Misérables de Lajli, qui appartient au collectif Courtrage-Mais, dont le court-métrage sur lequel le long-métrage est basé a été nommé dans la catégorie meilleur court-métrage en 2017 au César. Il ne l'avait pas eu malheureusement. Et ce court-métrage est d'une force absolue. Je pense qu'on va avoir une œuvre vraiment dure et j'y crois à mort. Daniel, toi, qu'est-ce que tu attends le plus ? Parasite, évidemment. Bougenou, mon gars sûr. Bougenou, c'est... Et il a déjà annoncé, j'aurai rien. Je pense qu'il aura rien, mais c'est mon favori. Je pense que chaque film qu'il fait, il a le potentiel de faire à chaque fois son chef-d'œuvre. C'est très très rare chez un cinéaste. C'est la force du cinéma coréen depuis 20 ans, c'est lui qui truste tout. Il sait faire des films sensibles, il sait faire des films émouvants, il sait faire des films intelligents et politiques, alors qu'il fait soit des films de monstres, soit des films d'horreur, soit des suspens. Ce mec-là, c'est un authentique génie, et donc à chaque fois qu'il annonce un nouveau film, c'est super. Et là, c'est même pas un film Netflix, donc il y aura même pas l'espèce de petit machin genre les films Netflix. Non, là c'est un film qui va sortir au cinéma en juin, donc... J'ai très 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 hâte. Parasite de Bougenou, c'est mon plus gros espoir. Je sais qu'il aura rien, mais c'est déjà ma palme du cœur. Donc ça, c'est encore la compétition. Et toi, Perrine ? Je voulais faire ma maline 5 minutes, mais on va être très franche. Honnêtement, c'est le Tarantino. Moi, j'ai déjà mis un sosie de moi en file d'attente pour mardi prochain. Donc, évidemment, le Tarantino. Mais voilà, si je devais sortir du Tarantino, le film qui, moi, me botte le plus dès que j'ai entendu qu'il était en sélection officielle et pas en compétition, c'est La Cordillère des Songes de Patricio Guzmán, parce que j'ai envie d'un petit peu de poésie sur le Chili, de réflexion intense et de beauté pure pour pouvoir chialer à grosses larmes en Debussy ou en Théâtre Lumière, peu importe, mais en tout cas être émerveillé comme à chaque fois avec Patricio Guzmán. Eh oui. Et oui. Non, ça m'enlève belle conclusion. Non, mais non, juste pour vous, ça vous intéresse? Oui, si, on a bien David. On t'aime, David. Non, mais moi, c'est aussi le Tarantino, clairement. Alors moi, je me suis mis dans un climat d'attente qui fait que j'ai tout fait pour ne même pas voir la bande-annonce. Donc, je veux arriver vierge dans la séance. Si j'arrive à rentrer, donc pareil, il y a un peu un problème de file d'attente, mais j'ai très, 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 très hâte de voir ça. Alors, après le film qu'on attend, une autre catégorie, c'est le film qui va diviser la croisette. Et alors toi, Perrine, à ton avis, qu'est-ce que t'as repéré dans cette catégorie, un truc qui va un peu créer le débat? À tous les coups, comme à chaque fois, honnêtement, le Keshish, en fait. C'est-à-dire que déjà, Make to My Love, Kanto Uno, quand il était sorti hors Festival de Cannes, avait divisé tout le monde entre ceux qui adorent et ceux qui trouvent ça affreux. Donc, il y a vraiment une vraie dichotomie. Ça peut même diviser nos ciné, en fait. Oui, ça peut diviser tout le monde, en fait. Abdelaziz Keshish, c'est ça que je trouve finalement assez... quand je t'entends. Non, mais qui est un peu fascinant chez lui. Donc, c'est vrai qu'en même temps, le film dure 4 heures. Donc déjà, va falloir
compter ceux qui ont tenu les 4 heures à 22h, parce qu'on va pas se mentir. Et puis de toute façon, ça va forcément faire parler. Il y a l'idée, je crois qu'il y a une histoire de cunilingus de 20 minutes là. Donc je sens que... Attends, mais spoiler. Non mais alors, c'est une rumeur. À mon avis, je suis même pas sûre que ça soit vrai. C'est pour dire à quel point ça crée du fantasme. Déjà, le film de Keshish, donc à mon avis, ça va forcément faire parler dans les chaumières. C'est un vrai tutoriel en fait. 15 minutes. C'est long, hein. Moi je m'endors. C'est long. Too much information. C'est que le premier jour. Hein. Ah, on a des infos. Lucille, toi, le film qui va diviser la croisade. C'est Jeanne de Bruno Dumont en Un certain regard. Je pense que le public international va pas comprendre ce qu'il fout là. Ah, même le français non plus. Alors, je pense qu'assez clairement, Bruno Dumont, il a envie de créer le débat et depuis qu'il est dans une phase burlesque, assez clairement, on sait pas ce qu'on va voir et il y en a qui sont pas prêts. Et Daniel qui est parti en fou rire direct. C'est exactement ce que j'allais répondre. Le même film que toi, parce que je sais qu'il a ses fans. Toi, tu t'organises une séance nanar sur le Bruno Dumont. Et Bruno Dumont, ça fait partie de mes pires expériences de cinéma. Mais genre, c'est viscéral et physique. Maloute. Moi, c'était physique aussi. C'était physique. J'avais un truc de révolution. Et pourtant, j'ai des très bons amis qui m'ont dit tu vas voir, c'est une comédie. T'aimes les comédies, Daniel, tu dois aller le voir. Et c'est pas normal de sortir d'une salle de ciné, d'une comédie, d'avoir envie de s'ouvrir les veines encore plus que, je sais pas, que Tanguy 2, le retour. Non, c'est vraiment, il faut pas qu'il fasse de comédie. Et là, ça a l'air d'être une comédie. J'ai envie de faire, arrête, mon gars. Son film précédent, donc du coup, Jeannette, sur la jeunesse de Jeanne d'Arc, était une comédie musicale. Ouais. Donc là, on sort de la comédie musicale. C'est le Bruno Dumont Cinematic Universe. Sinon, je pense que Sibylle va diviser. Moi, je pense que c'est Les Misérables de Ledgely qui va un peu foutre le bordel. Je pense que ça peut être un film à grosse charge politique, comme on en attend depuis... je dirais depuis La haine de Mathieu Kassovitz dans le cinéma français. Je vais juste dire le début du pitch parce que Thomas Rozek l'adore. C'est Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil. Je sais pas pourquoi ça fait rire Thomas Rozek, mais je voulais le dans un reportage France 2. Non, mais en gros, voilà, on va être. C'est un film a priori sur les violences policières. Ça va secouer. Ça peut pas mal secouer. Et puis c'est pour quand un premier film en compétition, en général, c'est que ça en a dans le coffre. Alors, on passe à une autre catégorie, vraiment l'inverse de ce qui crée le débat, c'est le film devant lequel tout le monde va dormir. Daniel. Ah ouais, je suis chaud bouillant, je sais déjà. J'ai déjà prévu mon sac oreiller de couchage, mon drap, enfin tout est prêt. Je pose une pièce sur Le Lac des Oies de Diao Yinyan. Et alors c'est pas. Alors ça va être super. Et moi j'ai pas osé. Tu sais quoi, c'est pas parce que j'aime pas. J'adore ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé Black Coal, son précédent film, qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin. Qui est un film noir, filmé dans le noir c'est un polar dans le monde de la mine. Je peux te dire que le film était tout noir. Je pense que les gens qui l'ont acheté en DVD, ils l'ont ramené chez eux. Et c'est vrai que ça, tu peux t'endormir. Et les films de Diao Yinyan, il se passe jamais rien. C'est terrifiant. C'est quand même super bien. Enfin, alors c'est super beau. J'adore les films où il se passe rien, mais je pense que celui-là, ça va être la palme du il se passe rien. Mais sur nos conditions physiques aussi, c'est sûr que quand il se passe rien en général, on dort. Ouais. C'est une réalité. Perrine, on va dormir sur quoi ? Je pense qu'on va dormir sur le Ira Sachs, Frankie. Je donne pas cher de voir. Je pense déjà qu'il y a un Isabelle Huppert Cinematic Universe, j'en suis persuadée. Et là, à mon avis, c'est le film où on va la regarder se maquiller, la regarder aller plonger, la regarder faire ceci, la regarder faire ça. Donc je pense et à 22h, je pense que là, Frankie, synonyme de gros dodo. Ouais, en plus, qui sera le 20 mai en compétition, donc c'est un peu milieu de festival, le moment où on est bien. Le moment tendu. Crevé. Après les premières soirées. Le post-premier week-end, c'est d'ailleurs le moment où tout le monde lâche. Moi, je parie sur Make to My Love, évidemment. Enfin, je veux dire, diffuser le dernier jeudi du festival à 22h. D'ailleurs, il dure pas 4 heures et ils sont en train, pour rassurer les gens qui flippent, 3h52 pour l'instant annoncé. Wow. Il est encore en montage actuellement, donc pour l'instant, il est annoncé à 3h52. Il y a du montage chez Keshish, j'étais pas sûre. Ils sont en train de bosser dessus. Je croyais que c'était du tourné-monté. Moi, ça tire à balles réelles, là, direct. Donc voilà, moi, honnêtement, je pense que je sais pas qui va tenir. Mais vraiment. Moi, je suis à bloc. Moi, je suis fan. Les films où il se passe rien. Je suis chaud. Non, moi je pense clairement qu'on va dormir sur Malik, parce que ne l'oubliez pas quand même.
C'est une valeur sûre. Putain, vous incendiez tous mes chouchous là. C'est pas qui. Non, mais après, c'est un film tournant parce qu'il a enchaîné un peu des films assez expérimentaux et a priori, là, il revient à quelque chose de plus narratif. Qui part de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, inspiré d'une histoire vraie et tout. C'est quand même du Malick de 3 heures. Il va y avoir des fougères et tout ça, je pense que c'est quand même possible de s'en rendre. Il y a un mec qui aime sa famille à un moment et je pense qu'il va s'en remettre à Dieu. Ça, c'est sûr. Mais... Bon, on traîne pas et on passe à la catégorie suivante, le film qu'on va devoir faire semblant d'avoir super bien compris. Bah attends, je peux enchaîner. Vas-y. Bah du coup, Terrence Malick. Ah ouais. Parce que moi, ça fait quelques films que je comprends plus. Donc du coup, je vais y aller parce que ça reste du cinéma et que c'est important et que les gens à Paris vont me dire mais t'as pas été voir le Malick. Mais je vais aller voir le Malick, mais sans déconner, je vais rien comprendre, c'est sûr. Ça me dépasse. Daniel, toi, t'es à fond sur Alors, moi, je suis à fond. Je vais tout comprendre, c'est sûr. Je vais comprendre la cosmogonie de Malick. Alors, je vais te vendre 2 pitchs qui m'ont l'air un peu abscons. Vas-y. Alors, il y a Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont un projet. Oui. Quentin Dupieux. Le daim, je pense. Ouais, mais Quentin Dupieux, on sait qu'on comprend pas. Lui ça non fait plus. partie du trip. Alors, du coup, je t'en propose un autre. Attends, juste sur Dupieux, parce que moi, c'est aussi celui que j'avais choisi. Et je pense qu'il est bien calé pour être le film où il faut faire semblant d'avoir super bien compris, parce qu'il est en tout début de festival, il fait l'ouverture de la quinzaine. Et ça va vraiment être le film qu'on va se traîner dans toutes les conversations. On va dire, ah, t'as vu le Dupieux? Ah oui, alors, ouais, clairement, il parle de notre société contemporaine. Enfin, Ce qui le ferait bien marrer. Je pense que si Dupieux entendait ça, non, il mais serait déjà, mort de rire. rien que dans le pitch. Alors qu'il l'a fait sur iPhone dans il y a 2 semaines. Dans le pitch, c'est politique. Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont un projet. D'accord. Je pense que c'est une référence. Alors, j'ai un autre pitch à te proposer. C'est Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu. C'est mon gars sûr. C'est un roumain, comme vous l'avez entendu. Alors, Cristi est un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue. Jusque-là, tout va bien. Soupçonné par des supérieurs, il est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur une des îles du Canary, Cristi doit y apprendre le silbo, une langue sifflée ancestrale. Excusez-moi, j'ai du mal là. Grâce à ce langage secret, de retour en Roumanie, il pourra libérer un mafieux de prison et récupérer les millions cachés par ce dernier. Mais Cristi va tomber fou amoureux de Gilda et rien ne se passera comme prévu. Comment on fait un langage? C'est un long pitch. À mon avis, c'est tout le film. Mais je sens que ça va être le film qu'on va devoir faire la critique en sifflant, quoi. Il y a un truc, il y a un concept. Mais c'est quoi cette langue sifflée ancestrale? Moi, je trouve ça énigmatique. C'est hyper poétique. Alors, c'est hyper beau, mais Porumboiu, c'est aussi généralement assez drôle et assez malin. Et le mec, il se prend pas beaucoup, enfin, pas au sérieux. C'est généralement agréable, quoi, au moins, au pire. Ouais. Et toi, Perrine, le film qu'on va rien comprendre, mais qu'on va faire comme si. J'étais quand même comme Lucille en fait sur le Malick, clairement parce que je sais que je vais trouver ça très beau. Vraiment, je vais être là genre c'est beau. Et puis en fait, je vais me dire voilà, la vie, le monde, moi, où vais-je, qui suis-je, que deviens-je? Donc ça va être un petit peu ça, mais en même temps, j'ai espoir que non, mais j'ai peur que oui, il y a un gros tree of life, que tout le monde se l'approprie et que finalement ça ait 250 significations différentes pour tout le monde en fait. C'est un petit peu dommage. Mais du coup, s'il y a des nazis, je suis pas sûr qu'on ait des dinosaures. En fait, tu peux pas avoir les deux. Il est capable de faire venir des dinosaures avec les nazis. Le combo nazi plus dinosaure, c'est vrai que là, ça déjà, moi, c'est ma palme d'or. Déjà, on est un palme d'or. Bon, et du coup, sans transition, et je reste sur toi, Perrine, le moment le plus gore du festival, à ton avis? Le moment le plus gore? Là, t'en as pas sous le coude? Là, le plus gore, non, j'en ai pas vraiment sous le coude, parce que j'ai pas vraiment trouvé de... Ouais, c'est difficile de le savoir à l'avance. Alors, apparemment, il y a quand même... Tu nous annonces un cunilingus de 25 minutes qui sera pas forcément gore. Hein, si, après, je peux dire... Si, pour le plus gore, potentiellement, mais c'est en compète. Après, je sais pas trop ce qui se passe dans les autres, malheureusement, pour ça. Enfin, j'ai pas trop d'idées. Mais Bakurao de Kléber Philomène-Dossa, qui va clairement dans du gore-gore. Ouais. Donc... Enfin, pas du gore-gore, mais en tout cas quelque chose d'assez sanguinolent. Donc, c'est peut-être ça qui va secouer un peu. Lucille? Moi, je sais que tous les ans, il y a une tendance, on a eu des tendances pénis brûlés avec 2-3 films qui sortent des pénis brûlés de leur chapeau, des animaux qui sont battus ou tués. Cette année, on ne sait pas encore. Mais en général, le moment le plus gore, on le trouve à un certain regard. Donc, il manque des Mexicains. Tu vois, genre c'est Ellie, tout ça, c'est Amatesca. Mais après, il y a aussi la séance de minuit coréenne. Donc voilà, on peut être surpris. On a potentiellement des beaux moments gore devant nous. Moi, c'est une autre séance de minuit que je suspecte de pouvoir faire du gore, c'est Gaspard Noé. Parce que, 50 minutes, je pense qu'il va aller droit au but. Il a pas... voilà.
Alors son dernier clip pour Sébastien est assez gore effectivement, donc oui, il est vénère en ce moment. Alors si il est authentique, je pense que le documentaire sur Diego Maradona peut être gore. Genre s'il est vrai, s'il est correspond. Sinon il y a le Bertrand Bonello Zombie Child, qui est l'histoire d'un mec qui est ramené d'entre les morts. Mais sur des vrais zombies en Haïti, c'est plus. Je pense que ce sera plus réaliste. On connaît Bonello, on sait que. Après, Bonello a fait des trucs un peu gore. Un regard réaliste sur les trucs. Même, tu vois, dans la Polonide, finalement, c'est un peu gore. Gore réaliste. Sourire, ouais, voilà. Bon, je reste sur mon Maradona alors. Et alors, on enchaîne. Je vais rester sur toi, Daniel, avec le moment le plus cul. Un peu olé. Et tu sais quoi, avant de me concerter avec vous, je me suis pas concerté, on n'a pas échangé nos avis. Évidemment, le Keshish. T'avais mis une petite pièce à te... mais évidemment, le précédent, là, Kanto Uno, était déjà très très cul. Il commence comme un porn. Non, c'est plutôt Male Gaze the Movie. Ça c'est vrai, mais le début est quand même très explicite, quoi. Je m'y attendais pas. On ne nous épargne rien. Il y a une longue scène de levrette au début, l'ouverture de film, quoi. D'ailleurs, Hugo, qu'on retrouvera dans une prochaine émission, a regardé le film dans le train et les gens l'ont regardé un peu de travers. Il nous a demandé si on pouvait le regarder dans le train. Nous, bien sûr, on lui a dit pas de problème. Gardez votre pantalon quand même. Non, donc voilà, je pense que le Keshish, ça va être ma cam. Ok, Lucille. Moi je parie sur Gaspard. Et il peut même faire double casquette, plus gore et plus cul. Parce que il peut faire une double. Moi, j'ai c'est vrai que la dernière fois en séance de minuit, il avait présenté Love, qui était une sorte de... Vous avez éjaculé dessus, quoi. Un film porno en 3D sur l'amour, la vie, la jeunesse, vieillir mal, assez misogyne. Cette année, on ne sait pas trop ce que ça va être. C'est assez nébuleux ce qu'il présente. Mais c'est vrai que, moi, Gaspard, cul potentiellement. Ok, et Perrine ? Et en fait, malheureusement, j'ai oublié de noter le nom du film, donc je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai un vrai problème j'ai pas noté le film. Donc, mais c'est un film qui se passe dans un club libertin au XVIIIe siècle, et c'est qu'une séance, une bacchanale de nuit de cul, en fait. Mais c'est quoi le film ? Moi, je suis là. C'est quoi ? C'est Liberté. C'est Liberté. Liberté. J'y ai pensé, et en fait, Liberté, c'est aussi un nom d'un film qui ne s'est pas fait aussi, qui est dans le documentaire Striptease. Et c'est un mec qui essaie de monter le film. J'ai pensé 600 kilos de hachis. Exactement, un épisode culte dispo sur YouTube. Voilà, Albert Serra qui a quand même fait la mort de Louis XVI, ce qui était quand même pas fondamentalement joyeux ni trépidant. Là, est quand même parti sur l'idée du libertinage au XVIIIe siècle, pur et dur, pendant une nuit, quoi. Donc, en compétition, du coup. Non, un certain regard, je crois. Donc, QQQ. Moi j'ai envie d'y croire, et puis mais cul dentelle et maquillage. Albert Serra, c'est beau, c'est poétique, c'est joli. On s'ennuie un peu, mais un peu. J'espère que là on va pas s'ennuyer, en fait, visiblement. Et ça frôle le moins de 16, à ce qui paraît. Alors moi, pour cette catégorie, je vous ai dégoté un petit film finlandais à la quinzaine qui s'appelle le titre international Dogs Don't Wear Pants. Les chiens ne portent pas de pantalon, ce qui a priori en finlandais ça donne Koira Teivat Kaita Usuja, et en gros le pitch c'est l'histoire d'un veuf dont la femme s'est noyée et qui va tenter de se requinquer avec une dominatrice. Donc je pense un petit film finlandais qui a du potentiel. Voilà, on verra si on reparlera de Koira Teivat Kaita Usuja de Jukka-Pekka Valkeapä. Voilà, je suis super nul en finlandais. Je confirme. On est tous en fait autour de cette table. T'as pas pris de cours de finsk hier. En finnois. Et on peut enchaîner avec la plus belle montée des marches. Daniel, tu m'avais dit en préparant cette émission que tu t'en foutais de la montée des marches. Pour moi, c'est de la... J'allais dire des gros mots. C'est juste un escalier. Ça ne sert absolument à rien. Bon. Non, donc t'as pas d'avis. Il y a un truc qui ça sert, c'est les critiques de mode, parce que c'est là où le moment où ils voient les fringues et tout. C'est super pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc toi non. Non, Lucille. Complètement. Alors moi pendant les montées des marches en général je fais la queue à côté, donc je la vois pas. Mais j'ai noté quand même que il y a un moment que j'aimerais quand même voir, c'est la montée des marches des plus beaux moments d'une vie du Lelouch. Je sais pas du tout ce que le film va donner. Si, parce que ça va être le retour. Mais sur la montée des marches, on va avoir normalement Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, et je pense que ça va être un beau moment d'émotion. J'y crois. Et c'est samedi 18 mai à 19h30. Je pense que ça va être un beau moment. C'est vrai.
Oui, bah après, Perrine. je pense Ah que oui, la... attends, je Vas-y, fais une parenthèse, excuse-moi. c'était 53 ans après qu'il ait eu la palme pour Un homme et une femme, et du coup, c'est la suite directe de ce film. Oui, tout à fait. Direct et quelques années. Quelques années. Mais le tapis rouge, en vrai, oui, bien sûr qu'on s'en fout en soi. Pour nous, surtout quand on est au Festival de Cannes, clairement, on s'en fout. Mais c'est aussi quelque chose pour le Festival de Cannes lui-même qui est important, en fait. Eux, ils ont envie d'avoir des films qui vont faire des beaux tapis rouges aussi. Ça, c'est un des critères. Ce n'est pas le critère, mais c'est un des critères de sélection en partie. Et donc, clairement, moi, je pense que déjà, le tapis rouge de l'ouverture avec le Jim Jarmusch qui a quand même un beau casting. Ouais, c'est celui que j'aurais très cité. très large, mais aussi évidemment le Tarantino qui va rameuter du beau monde, quoi. Donc voilà, je pense que c'est les deux, très hollywoodiens, très attendus en fait. Bah, j'aurais cité les mêmes, et du coup on peut enchaîner avec le film par lequel le scandale va arriver, ce qui est un petit peu différent de la catégorie de tout à l'heure qui est sur la division de la croisette qui peut être critique. Quel film va faire scandale, Lucille? Moi, je parie sur Une fille facile de Rebecca Zlotowski qui marque les débuts au cinéma de Zaya. Je pense que potentiellement, soit le film est génial et on dira incroyable, une révélation, Zaya, Zlotowski a eu beaucoup de courage de la faire tourner, soit c'est un flop total et dans ce cas-là, colère, pourquoi vous nous montrez ça, c'est juste pour faire venir les gens. J'attends de voir, mais je pense que ça peut parler. Ok, moi je pense que ça va être... Il est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Ça va passer un peu inaperçu à mon avis, j'ai peur. Mais enfin, c'est pour la catégorie suivante. Perrine, toi, qu'est-ce que tu as pensé pour le scandale? Le scandale, je pense que justement, moi, je vois bien le Lajli, en fait, Les Misérables, qui a l'air très remonté, qui a l'air J'ai eu des échos de ça va créer l'émeute dans les salles, ça va créer l'émeute. Donc j'ai entendu dire ça. Donc à mon avis, ça peut faire scandale parce que ça va être de la part de Lajli, qui est quelqu'un d'engagé. Et dans le bon sens, du coup. Un bon scandale. En tout cas, un scandale, oui, ça peut être un scandale qui est intéressant parce que ça sera un scandale politique, ça sera un scandale sociétal d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui va secouer les gens, qui va les réveiller, et potentiellement les gens vont se dire comment on peut monter un truc pareil, on va créer des problèmes en fait. Donc je pense que ça peut être l'espèce de retour de Cannes politique qui moi me botte bien. Ouais. Daniel? Écoute, moi je suis pas très calé en scandale, mais il y a plutôt qu'un scandale français, il y a pour moi un documentaire de Werner Herzog qui va être montré et qui parle d'un fait de société en fait au Japon, et c'est l'histoire d'un homme qui est embauché pour incarner le rôle d'un père qui avait disparu d'une petite fille de 12 ans. Et peut-être que ça fera pas parler ici, mais je pense que c'est le genre de documentaire qui me reste et que je prends en général en exemple souvent pour montrer qu'il y a aussi des dysfonctionnements sociaux au Japon, et moi ça m'intéresse, quoi, ça m'interpelle. Et bien entendu, c'est un scandale de niche. Hein. Bien vu, mais alors, quitte à trouver le plus gros, le plus petit scandale de niche, moi j'en ai un pas mal, parce que moi j'ai calé mon prisme de Lyonnais pour trouver un film qui est en sélection à la quinzaine, et c'est Alice et le maire de Nicolas Parisé, et qui est sur Gérard Collomb en fait, et donc comme par hasard, il n'est pas en sélection officielle parce que on connaît les connexions de Thierry Frémaux avec l'establishment lyonnais, et donc ça aurait été un petit peu difficile, compliqué que ce film-là se retrouve en sélection officielle. Il est du coup à la quinzaine, il sera le 18 mai, c'est avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Voilà, je pense que ça va un peu balancer les dossiers sur Gérard Collomb, ça peut valoir le coup d'aller voir ça. Un beau scandale lyonnais. Lucchini en Gérard Collomb, c'est non, ça. mais ça va plus, on réduit en territoire quand même. Ouais, Après, et puis ça s'inscrit dans un nouveau genre des films de scandale lyonnais après comment ça s'appelle, c'est un genre après les Lyonnais, après Grâce à Dieu et les Lyonnais. Voilà. Je vais organiser un petit festival à part. Ça s'appelle le Festival du film de scandale lyonnais. Je organise ça. Festival du film de scandale régional. J'organise ça à Bron en juillet, je vous tiens au courant. On enchaîne avec le film, justement le contraire. Hein, je parlais, moi je mise. Je vais commencer pour le film qui voudrait faire parler de lui, mais qui va faire un peu pchit. Je mets une petite pièce sur le film dont tu parlais, Lucille, de Zlotowski. Mais en fait, j'espère que. Pour moi, c'est anecdotique le fait que ça soit Zaya. Je veux pas trop lui faire le procès d'avoir pris Zaya juste pour qu'on parle du film. Ça peut très bien être une actrice comme une autre, et elle a pu la caster pour ça. Et donc, l'autre
film, à mon avis, qui voudrait faire parler de lui, mais qui risque de faire pchit, c'est le Xavier Dolan. J'ai été très déçu par son dernier, qui est, à mon sens, un peu un accident industriel. Là, il revient à nouveau en compétition. Il veut faire parler de lui et j'imagine, il espère avoir une belle récompense au bout parce que c'est Xavier Dolan. Et je pense qu'il a besoin d'un peu de repos. Là, il enchaîne trop les films. Je le sens pas, celui-ci. Je me permets d'enchaîner parce que j'étais d'accord avec toi sur le Zlotowski. En fait, évidemment, j'ai pas envie de faire le procès de cette pauvre Zaya en disant qu'elle a été utilisée que parce que il y a un côté soufre qui vient avec elle. Mais c'est vrai que n'empêche d'un seul coup, j'espère voilà, c'est tout ce que j'espère en fait, qu'elle n'a pas été embauchée pour ça parce que voilà, c'est cette jeune fille qui a fait parler d'elle à cause d'un scandale, quoi. Donc j'espère qu'on va découvrir une bonne actrice, qu'on va découvrir une histoire intéressante, mais pour l'instant, le film ne fait parler de lui que par rapport à ça, et c'est un peu dommage. Et oh mon Dieu, il y a des voitures qui passent. Et donc voilà, elle ne fait parler de. Après, Zlotowski, elle a signé Grand Central, qui était présenté à Un Certain Regard il y a quelques années et qui était, moi je trouve, assez réussi. Donc j'ose espérer que là, on va vraiment avoir encore une belle pièce de cinéma, quoi. Elle n'est pas manchotte. Voilà, je voulais juste dire ça. Moi, vous allez me jeter des cailloux, mais moi je pense Tarantino pour le pchit. C'est vrai que ça peut faire. C'est le risque, c'est-à-dire que tout le monde est en train de s'ambiancer et ça commence à devenir un peu ingérable. Et le film va être présenté, très peu de gens vont le voir en réalité à Cannes parce que il est présenté très peu. La guerre. Parce qu'il est présenté dans des conditions spécifiques voulues par Tarantino. Donc je pense qu'au final, il est possible qu'on se monte tous le bourrichon et qu'au final ça fasse pchit, quoi. Les conditions, notamment, il va être projeté en 35 mm. Sachant que, en tout cas en compétition, ça fait plusieurs années que tout était uniquement projeté en numérique. Daniel ? Écoute, on n'a pas parlé des Dardennes. Je pense que le prochain Dardenne, il va faire pchit. Il va faire pchit. Alors, je suis pas un dardenophile aussi. Ceci expliquant cela. Mais je pense que les Dardennes vont réussir à bien maîtriser leur sujet, c'est-à-dire l'histoire d'un gamin qui est en train de se radicaliser et tout. Tout le monde a peur de ce sujet. Un peu casse-gueule pour les Dardennes. Tant d'axe. Mais après, Téchiné, c'est marrant que ça soit ce type de cinéaste qui s'attaque à ça, en fait. Est-ce qu'ils ont l'expertise ? Est-ce qu'ils ont tout ça ? Est-ce qu'ils ont le savoir-faire ? Je sais pas. Moi, j'ai peur d'un truc genre du niveau du gamin au vélo qui était quand même assez pépère et assez chiant. Je pense que celui-là, ça peut être l'épisode 5 de Game of Thrones pour moi de cette saison, quoi. Ok, on a la ref. Les premières larmes de Cannes 2019, elles vont arriver quand, à ton avis, Perrine ? Tu me demandes pas à moi parce que je pleure pas, c'est ça ? Bah si, tu vas me le dire à la fin. On fait du suspense. Ah non, moi je sais d'office, c'est parce que c'est juste le film commence, je vais pleurer, c'est le Ken Loach en fait. Moi c'est plus fort que moi, Ken Loach, je donne tout sur Ken Loach, j'abandonne tout ce que je suis, j'abandonne toute fierté. Donc Sorry We Missed You, je sais déjà d'avance que voilà, au bout de 4 mots d'accent anglais bien du Nord, et ben c'est fini pour ma gueule. Donc voilà, je sais très bien que voilà, je sais pas si ce sera mes premières larmes, mais en tout cas mes plus grosses larmes, ce sera là et ça arrivera, je ne sais plus quand est-ce qu'il passe, je crois le 18 ou le 19 donc voilà, j'ai tellement envie de le voir avec toi. Ah non mais c'est simple, les gars ils commencent à parler, ils font yeah mate, et fini. C'est fini. It's done. You got a beer? I'm super done. Lise, toi tu vas pleurer sur quoi? Alors moi j'ai peur de pleurer de frustration de ne pas arriver à rentrer dans les salles. Donc j'ai peur que ça arrive vite parce que tous les ans le système pour rentrer dans les salles, les badges, les trucs, les machins, les projections changent. On n'y comprend plus rien. Je pense que même les gens du festival ils comprennent pas grand chose. Les gens qui gèrent les salles et tout qui sont c'est dehors. un peu saut en fait. Tu testes des nouveaux trucs. Mais c'est un peu ça. Et du coup il y a eu des années où je me suis retrouvée à faire 3 fois la queue pendant 4 heures pour voir un film que j'avais pas réussi à voir au final. Ouais. Et là le Tarantino c'est un peu pour ça que je pars perdu d'avance en me disant je vais y mettre trop de ma santé quoi. Donc j'ai un peu peur de pleurer de frustration en dehors des salles. Daniel, alors tu tenais à le dire ce truc. Non, mais je pleure souvent, je pleure régulièrement sur les films de Bougenou. Il y a toujours une scène qui m'émeut, même dans Okja, je veux dire. C'est super émouvant. Attends, gros chialade Okja. Ouais, mais moins que les autres pour moi encore. Terrence Malick, ça m'est arrivé d'avoir des larmes, mais là, je pense que cette année pour moi, c'est le Almodovar. Le Almodovar, il est calibré pour la chialade. Je veux dire, rien que le titre, c'est Douleur et gloire. C'est l'alpha et l'oméga de sa vie. C'est le temps des regrets. En plus, c'est les retrouvailles quand même avec son acteur fétiche. Donc du coup,
Du coup, il y a tout ça qui est réuni. Je pense que ça va être la grosse chialade. Je pense qu'à partir du deuxième tiers, je vais voir flou. Ouais, je pense que c'est une valeur sûre pour moi aussi. Hein. C'est souvent, ça a souvent été Almodovar qui m'a fait pleurer à Cannes. Et alors cette année, moi, je mets une petite pièce sur un film à un certain regard. C'est Une grande fille de Kantemir Balagov, qu'on avait découvert. C'est un très jeune cinéaste russe, découvert, je crois, il y a 2 ans avec Tesnota. Et là, c'est l'histoire de 2 femmes soldats à Leningrad juste après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça peut prendre aux tripes. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce nouveau film parce que le premier était dans un dispositif de mise en scène un peu particulier, très près des personnages, etc. J'espère qu'en fait, il va se réinventer et trouver une autre forme de mise en scène et pas se cantonner à ça. Voilà, j'ai hâte de le voir et je pense que ça peut si c'est aussi réussi que Tesnota, ça peut être impressionnant. Tu me vends bien en plus. Il y a quand même les Russes tout d'un coup ont disparu je trouve que tout le. Ouais, les gens de l'Est, il y en a moins. Il y en avait l'an dernier. Il y a eu des grosses années. Non, mais l'année dernière, beaucoup. Et là. Ça, c'est un peu comme chaque année. Enfin, il y a des pays qui viennent et qui s'en vont. Enfin, tu vois, le Japon, par exemple, il n'y en a pas cette année. Très peu. Alors qu'ils ont eu la Palme d'Or. Voilà, c'est tout. On va pas tout le temps. Alors que les Français... Voilà, les Français, partout, tout le temps. Ils ont tout. Bon, alors on change complètement de registre et je vais vous demander la fête où il faudra être. Daniel, toi, évidemment, tout le monde va dire le Tarantino, mais franchement... On pourra pas y aller, c'est chez Alman. Personne pourrait y aller. Mais tu veux que je te dise, je pense que la bonne zik, la bonne ambiance, ça va être chez Les Misérables. C'est l'ambiance courtrage-mais, ça va être le bon son, c'est tout ce que j'ai envie, ça va être au calme. C'est bientôt là du coup, parce que le film est présenté demain. Faut vite gérer les invites là. Ah, j'ai peut-être des... Ah, t'as un plan? Bon bah... peut-être, et c'est là que je me retrouve en rade demain. Lucille, la soirée? Bah moi en fait avec les années, la fête où je veux être, c'est celle où on ira boire des bières à la cool pendant une nuit chaude avec une équipe de films sympas. Donc c'est la soirée où on rentre déjà, et puis généralement c'est des soirées de films de compétition parallèle qui sont pas forcément sur des plages, qui sont dans des villas, qui sont machin, et qui sont des soirées hyper cool qui restent dans notre esprit. Évidemment on sera aux soirées de clôture et fermeture de la semaine et de la quinzaine. C'est quand même des soirées hyper cool, mais moi j'attends d'être surprise. Ouais. Perrine? Bah moi, ma meilleure soirée de l'an dernier, c'était une soirée dans mon appart avec du thé en train de regarder Burger Quiz. Donc, moi, je parie très fort sur l'Eurovision cette année comme soirée thé. C'est vrai qu'il y a quelques événements. Il y a l'Eurovision, il y a le final de Game of Thrones. Il y a le final de Game of Thrones qui va être la soirée. À mon avis, il y a moyen de moyenner qu'il y ait quelqu'un qui organise une grosse soirée épisode final de Game of Thrones. Est-ce que ce serait pas la plage orange OCS et tout qui ferait une grosse soirée 32? Franchement, s'ils sont super malins. Ça serait un petit peu flexouille. S'ils nous écoutent. Ça peut être le feu. Écoutez-nous. Si vous avez vu le dernier épisode. Oh my god. Une soirée Dracarys. Et bah ouais, non, moi. Tu fais très bien Dracarys. Il fait très chaton. T'as doublé des dragons. Tu fais très bien le dragon. Non, bah moi, j'avais pas trop d'idées pour la fête. Alors du coup, je mise comme ça sans trop d'idées sur Little Joe de Jessica Hausner parce que les Autrichiens, c'est pas les derniers. Quand il s'agit de. C'est marrant parce que ouais, ok. Ouais, bon, non, je rigole. Il y a nos amis belges aussi qui font des très bonnes soirées, mais c'est vrai que les soirées des Dardennes, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais why not en fait. C'est souvent là où on l'attend pas en fait. Donc, clairement. On verra. On enchaîne tout de suite avec toi, Perrine, qui va nous parler de la révélation de l'année. Alors, soit un interprète, soit un ou une interprète, soit un ou une cinéaste. La révélation de l'année. C'est difficile de le dire avant, évidemment. Ouais, c'est pas simple. Pronostic. Alors, c'est pas une révélation parce qu'en soi, elle est pas nouvelle dans le paysage, mais c'est la première fois qu'elle est en compétition. Pour moi, c'est Justine Triet, en fait. À mon avis, Justine Triet, avec Sibylle, elle va complètement, définitivement asseoir ce qu'elle était déjà, en fait, clairement pour ceux qui aiment bien son cinéma. Mais voilà, je pense qu'elle va complètement asseoir. Son premier film, d'ailleurs, avait été à la semaine de la critique. C'était La bataille Solferino. Et donc moi et Victoria après qui a fait beaucoup parler, mais là je pense sincèrement que elle va atteindre un niveau au-dessus, elle va affirmer un regard de cinéaste particulier, un regard sur les femmes très intelligent, très fort et sans concession, et à mon avis voilà, ça va être le début de ce on va enfin comprendre que c'est une très grande cinéaste. Ok. Lucille? Alors effectivement, moi aussi, c'est pas une révélation, mais cette année, elle va tout
tout niqué à Cannes, c'est Adèle Haenel, qui fait un grand chelem, qui se retrouve en compétition dans le film de Céline Sciamma, dans Les héros ne meurent jamais à la semaine de la critique et dans Le Dain de Dupieux à la quinzaine des réalisateurs. Je pense qu'assez clairement, là, on va se dire, on a quand même l'actrice de demain, que ce soit la nouvelle Catherine Deneuve ou d'aujourd'hui, quoi, carrément. Parce que là... Ouais, d'aujourd'hui et de demain. Mais je pense que là, pour le coup, on a quand même la grosse bombe française, quoi. Moi, j'enchaîne parce que moi, j'avais noté le nom de Noémie Merlan qui partage l'affiche avec elle dans le film de Céline Sciamma, qui est une jeune actrice, voilà, qui pourrait d'un coup sortir du lot. Et puis, bon, l'autre possibilité, alors j'ai pas encore trouvé son nom. Il y a eu les premières images du film de Keshish avec une nouvelle jeune actrice, sachant que pour le coup, il en a révélé pas mal. Sarah Forestier, Afza Herzi, Adèle Exarchopoulos et même Ophélie Beau dans une moindre mesure dans le précédent Mektoub. Il n'y a plus Ophélie Beau elle y est encore. Elle n'est pas sur les photos promo, du coup je me suis posé la question. Elle s'est pris un vent quand même dans le premier. Spoiler. Ouais, non, enfin, pas vraiment. A priori, elle va encore En fait, c'est faire un caméo. C'est assez difficile de comprendre exactement de quoi va parler le film. Enfin bon, on reviendra éventuellement. Il n'y a pas dessus. tellement de pitch, donc oui. Mais a priori, il y a une nouvelle actrice qui peut encore être une révélation. Et alors toi, Daniel. Alors, je ne veux pas répéter Les Misérables parce que c'est l'inconnu et ça passe sous sa Mais casse. c'est vrai que ça peut être une grosse découverte. Ouais. Je veux juste mettre en exergue parce que mes sauces de Mexique. Puisqu'il y a un film de Gaël Garcia Bernal qui compte encore beaucoup ses fans. Je vois qu'il y a, ça opine beaucoup de la tête autour de... Comment te dire ? Oui, évidemment, mais j'en suis aussi. Il y a tout mon corps qui opine de la tête. C'est son premier film en tant que réalisateur ? Alors, je sais pas si c'est son premier, mais en tout cas, il est présenté en séance de minuit. Et surtout, ça parle de la mafia mexicaine. Et il n'y a rien de plus... quelque chose qui me rend aussi extatique que la mafia en Amérique centrale. En fait, il y a un truc que les Mexicains maîtrisent vraiment, et j'ai vraiment envie de voir ces histoires d'ados qui vrillent. Voilà. Et Gaël Garcia Bernal, évidemment, joue le second rôle dedans. L'affiche est magnifique en plus. Ça donne vraiment envie. Moi, je suis hypé, j'y serai. Gaël. Et ben, je comprends. On s'approche du coup des catégories phares de notre petite émission pronostic. Et on commence par la Palme du Cœur. En gros, le film super, mais qui va repartir bredouille. Daniel, est-ce que tu as un candidat ? Il faut que ça soit en compétition. Là, alors, écoute, évidemment, je pense à Parasite parce que je pense que ça va être le meilleur film qui n'a pas sa palme. Et en même temps, c'est à ça qu'on reconnaît quand même les grands films, c'est que qui n'ont pas la palme. C'est ceux qui n'ont pas la palme. Il y a beaucoup plus de grands films qui n'ont pas été palmés ou qui n'ont pas eu de récompense que de films qui l'ont eu. Donc je pense à ça. Après, tu me dis Palme du Cœur. Il y a aussi un film coréen avec un titre énigmatique qui s'appelle The Gangster, The Cop, The Devil. Mais il n'est pas en compétition. Il n'est pas en compétition, mais il s'adresse à moi. J'ai l'impression il me dit Daniel, viens. Il y a des Coréens qui se tabassent et qui se tirent dessus. Donc en séance de minuit. Séance de minuit, j'y serai évidemment, bien évidemment. En général, c'est là où ils programment les trucs un peu. Vaguement déviants, la box style, les trucs, tout ça, c'est. Sachant qu'en séance de minuit, il y aura aussi une projection de Shining restaurée, présentée par Alfonso Cuarón. Ça peut être sympa. C'est rien du tout, Alfonso Cuarón, quoi. Ouais. Excusez du peu. Et petit réalisateur, Kubrick, bof. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une année où ça s'intéresse un peu aux films de genre. Puisqu'il y a un Jarmusch, on n'a pas parlé du Jarmusch, mais du film de genre, de Jarmusch, de festival. D'ailleurs, faut qu'on l'enchaîne parce que sinon on va les louper. Ouais. Et donc du coup, Lucille, ta palme d'or, ta palme du cœur. Mon cœur lui était déjà totalement acquis à 1000%. D'ailleurs, si elle m'entend, je suis disponible. Céline Sciamma pour le portrait de la jeune fille en feu. Je pense que je vais être incroyablement hypé pendant tout le film, et je pense que c'est un film, malheureusement, j'ai peur que ça parle pas trop aux critiques internationaux, comme c'est souvent le cas avec le cinéma français. Mais c'est pas les critiques qui votent. Oui, mais la vibe et tout machin. Je pense que ça va être comme les Bonello en compétition. Moi, j'achète, mais en général, au palmarès et chez les critiques, ça achète pas trop. Ok, Perrine. Je l'ai mis en révélation, et pour moi, ce sera ma palme du cœur à tous les coups. Je pense que ça va être le Sibylle de Justine Triet. On espère qu'elle aura un prix quand même. Mais je souhaite très 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 fort qu'elle ait un prix. Pour moi, à mon avis, ça va être une belle claque, et malheureusement, j'ai peur que tout le monde n'y soit pas un peu sensible et qu'on le traite de film de bonne femme, et ça va me gonfler. Donc voilà. Ça énerve. Qui va faire ça ? Il y a des gens, tu sais. Il y a des gens.
Moi, ma pomme du cœur, j'ai peur que ça tombe encore une fois sur Almodovar. Ce pauvre Pedro là, qui court après sa palme d'or depuis si longtemps. À tel point que d'ailleurs. À tel point que j'en ai donné une tout à l'heure. J'en ai donné une. Et j'ai peur qu'il passe encore une fois à côté. Je pense que ça va être. Enfin, moi, je le considère vraiment comme un des plus grands réalisateurs vivants. Donc, ça sent le ratage. Après, on rappelle qu'une palme, ça récompense pas une œuvre, hein, donc c'est toujours un peu le problème. Donc il faut que la palme du meilleur vieux qu'on te donne au bout d'un certain temps. La palme du meilleur vieux. La palme de ah mince, ça fait longtemps qu'il faisait des trucs bien, on l'a pas récompensé. Et on termine du coup avec notre pronostic avant d'avoir vu les films sur la Palme d'Or. Je commence du coup moi pour le coup en mettant une petite pièce sur Parasite de Bong Joon-ho. Parce que je me dis que Bong Joon-ho, il a dit lui-même, jamais de mon film, mais il est trop coréen pour avoir un prix. Donc, mais c'est karma ça. Ça, c'est... Tu vois qu'il a fait exprès. Faut faire, pour toucher l'universel, faut être... Jamais les Dardennes, ils diraient notre film, il est trop belge. Il est trop belge. Il sent la frite et tout. Non, mais vraiment, je pense que, je sais pas, j'ai pas regardé la bande-annonce. Moi, j'ai mon petit délire d'essayer de regarder un minimum de choses sur les films pour avoir la surprise. Mais rien que l'affiche, elle me met dans un mood où je me dis que ça peut correspondre au jury. On a un jury quand même assez spécial, donc avec Iñárritu, président, avec des gens comme... Lanthimos, Kay Richard et compagnie. Un truc un peu chelou, un peu bien coréen. Et en même temps extraordinairement bien mis en scène parce qu'a priori ça sera forcément le cas avec Bong Joon-ho. Ça peut mettre tout le monde d'accord. Donc j'y crois. Perrine. Et moi justement pour la raison que toi t'as évoquée avant, je pense qu'il peut l'avoir, c'est Pedro Almodovar, parce que ce serait pas la première fois que Cannes récompense quelqu'un pas tant encore une fois sur le film que sur sa carrière en entier. Je pense à Audiard qu'il avait eu pour Dipan, qui pour moi n'est clairement pas son meilleur film, et à mon avis il était récompensé pour ce que Audiard avait fait auparavant. Donc à mon avis voilà, je vois bien Almodovar où on fait bon allez, il serait peut-être temps. Parce que après sinon clairement moi je le donne direct à Ken Loach parce que j'ai envie qu'il fasse un triplé. Moi je veux qu'il fasse un triplé, je serais ravi et je serais là genre yeah. Il est déjà à la retraite Ken. C'est vrai que petit paramètre pour Almodovar c'est que c'est un président du jury hispanophone cette année. Ce qui peut être en plus. Un petit truc en Pedro, va falloir à un moment lui donner quelque chose quoi. C'est ce business du jury. Ouais, bien sûr. C'est pas le patinage artistique. Ton prono. Moi j'avais écoute, j'aimerais bien que Bong Joon-ho l'ait, mais en même temps tu sais quoi, je suis déjà content qu'il soit en compète parce que après des années de un certain regard, il était n'importe quoi. Non, mais je veux dire Okja. Oui, mais Okja c'est presque un accident, c'était politique. Il a failli y avoir des morts. Tout ça c'était politique. Je pense que je pense que ça sera Almodovar parce que si c'est pas là, c'est pas possible quoi. Non mais il est encore vivant. Enfin vous savez, il a encore de belles années devant lui. Non mais là, je crois que c'est le bon film au bon moment. Si c'est pas là, ça sera jamais. Ça va être un film très personnel où il se raconte lui à mon avis. J'y crois un peu. Comme tu dis, c'est souvent pas sur les meilleurs films. Peut-être ce sera pas sur les meilleurs films, mais c'est quoi Terrence Malick il l'a eu pour Tree of Life, tu vois. C'est quand même bon. C'est on va pas se lancer dans le débat et d'ailleurs on va bientôt devoir aller à la projection du coup. Ma palme d'or à moi j'ai envie de croire que 2019 on est politique et on pète tout. Du coup je mets une pièce sur Les Misérables de Ladjli. Ok. Voilà. Comme ça. Efficace. Banco. Et simple. puis si t'as raison, t'auras raison. Et voilà, on est au bout de cette émission. On a fait des bons pronostics, on s'est mouillé. On n'a pas parlé de Desplechin, bizarrement. On n'a pas parlé de Desplechin. Bellocchio. Et parce que. Alors Desplechin, moi je pense que ça va pas mal. Ça peut être bien, mais c'est ni le plus gore, ni on va pas forcément s'endormir. Et puis c'est encore une fois, c'est du cinéma très français et qui parle pas forcément à tout le monde. C'est pour le festival du scandale roubaisien. J'adore voir les journalistes chiliens sortir des salles de Desplechin. Ils se disent qu'est-ce que c'était qu'on a vu. Bon, on arrive au bout de cette émission. Je dis merci beaucoup du coup à tout le monde, à vous tous, à Perrine, à Lucille, à Daniel pour avoir participé à moi. Bon, je me dis merci pour ce premier épisode. On se retrouve très vite pour la suite. On va entre-temps essayer de voir quelques films. Merci à Camille, Juliette, Quentin pour la prod et le son. Et puis retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. À très vite. À bientôt. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge. Car désormais tout se monnaie à Cannes, le prix à payer pour garantir le rêve et le glamour du festival.